Oui, c'est sûr qu'il y a un réflexe dans ses biographies, bon, celle de VLB par exemple, de prédation, d'incorporation, même au sens parfois presque littéral du terme. Là, dans Melville, il dit ses œuvres, je voudrais les manger carrément et les digérer. Euh, et c'est sûr qu'il y a là, dans le passage par l'écrivain, par le maître, en même temps que c'est intimidant, c'est un rapport d'un à un, d'un écrivain à un autre écrivain, à l'intérieur de la confrérie, dans une optique de compagnonnage, de maîtrise, d'apprentissage, qui est tout à fait, qui est une stratégie très productive et très intéressante pour s'approprier de la littérature mondiale. Il ne s'agit pas de gober toute une tradition d'un seul coup, mais bon. Et il y avait la même chose dans Liberté autour des romantiques, par exemple, c'est-à-dire ces écrivains, ils n'étaient pas intimidés. Ils n'étaient pas surtout Bello, Ouellet, tout ça. Ils n'étaient pas surtout. Ils n'étaient pas à genoux devant le grand Hölderlin ou devant le grand Novalis ou ce qu'ils voyaient, c'était une parenté extraordinaire. Et pour la première génération de Liberté, non seulement une parenté de sensibilité, à travers toute la question, par exemple, de la forêt chez Rivard, par exemple, la forêt mauricienne et la forêt d'Henri de Sterdingen, où, bon, les ressemblances sont absolument frappantes. Mais ils étaient aussi... ils se sentaient... donc, ils n'étaient pas à genoux, ils se sentaient de plein pied avec eux et même, ils avaient l'impression qu'ils étaient dans la même situation historique, que la marginalité de l'écrivain québécois dans une petite culture marginale ou périphérique, peu importe comment on l'appelle, en marge de la grande culture de consommation américaine, c'était la même situation que ceux des romantiques allemands qui vivaient dans des villes. Ils étaient, bon, Berlin, Vienne, mais les premières villes du romantisme, c'est Weimar, c'est Iéna, c'est des bleds, là, qui étaient comme ça dans leur petite ville, leur petit cénacle avec des préoccupations qui étaient extrêmement marginales et qui rêvaient à une rénovation culturelle et à une rénovation politique. Le fameux séminaire sur le romantisme allemand de Bello et Ouellet, qui va laisser des traces comme Depuis Novalis ou L'Allemagne comme lointain comme profondeur, le très bel article d'André Bello, c'est 70, octobre 70, alors que l'armée est dans les rues, là. Alors ces gens, ils se voient comme des héritiers et comme ils entament un extraordinaire dialogue avec ces grandes œuvres, mais sur un mode qui est peut-être tout à fait québécois, et il faudrait voir si unique, mais de la familiarité, de la proximité, de la symétrie des situations. Et ils sont pas intimidés, ils sont galvanisés par ça. Et je pense que c'est Beaulieu aussi. Beaulieu, son œuvre, y compris romanesque, c'est nourri de ces appropriations-là. Il y a quelque chose d'absolument vampirique. Je ne suis pas le premier à le dire et à le remarquer chez Beaulieu. Et c'est ce qui fait qu'il est si intéressant, c'est qu'il n'est pas justement dans le complexe, il n'est pas dans le sentiment d'insuffisance, il n'est pas comme... c'est l'anti-Saint-Denis Garneau, là. Beaulieu, il n'est pas dans... et je pense que pour lui, la voix de l'homme, de l'écrivain, de la biographie, ça a été essentiel. Ça a été son accès à la grande littérature, bien plus que cette idée d'embrasser une tradition dans son ensemble ou de s'approprier toute une tradition ou de se désigner comme héritier d'une tradition littéraire qui aurait été naturellement pour lui la tradition française, alors que c'est pas la tradition qu'il a le plus cultivée. Et un de ses livres les plus faibles, d'ailleurs, dans la veine biographique, c'est son Monsieur de Voltaire, qui n'est pas ceux qu'on retient non plus d'habitude quand on parle de sa production biographique.